une petite histoire du noir dans les arts. Noir, c'est noir, et au sens strict ou plutôt physique du terme, le noir correspond à l'absorption de toutes les couleurs du spectre ou à l'absence de lumière. La lumière naturelle étant la combinaison des couleurs du spectre, les couleurs dites fondamentales. Le pigment noir, qu'il soit d'ivoire, de mars ou encore de vigne, a été utilisé et le sera encore pour assombrir certaines parties de la composition. Cependant, les peintres le savent bien, très bien même, amenant un noir intense, un noir de lumière, comme l'a dit Matisse, en quelque sorte un noir qui soit une couleur et non une ombre, eh bien c'est une chose absolument difficile. Ce noir est la couleur du paradoxe. Le noir est-il une absence de lumière, un vide, une somme réjouissante de toutes les couleurs, un éblouissement? Voilà la question. Les noirs ont été les premiers pigments préparés par l'homme. À partir de bois carbonisé, noir de charbon, puis par combustion, noir de fumée. Mélangés à un liant à queue, les noirs de carbone et de fumée ont servi à fabriquer les premières encres d'écriture. Le noir de campèche ou hématoxyline, qui est un colorant végétal ou pigment laqué extrait du bois de cœur de campèche. Le bitume, un noir brun et chaud qui est tiré d'un hydrocarbure. On en parlera, mais la migration du bitume dans l'huile, liant de la peinture à l'huile, pose de graves problèmes. Aujourd'hui, le radeau de la Méduse est en train de disparaître. Il y a d'autres noirs encore, le noir d'ardoise par exemple, et les pigments d'ardoise broyés sont surtout utilisés en sous-couche de peinture, anti-corrosion et en extérieur. Il y a donc des noirs d'ivoire, des noirs de vigne, d'oxyde de fer, des noirs de synthèse, etc. À Lascaux, en fait, c'est ce qu'on va voir se développer dans l'histoire de la peinture et de la gravure, par exemple. Le noir, souvent, est la ligne qui contient les autres couleurs. C'est en fait la ligne qui détermine les formes. Avec Rembrandt, l'art de la gravure. Quasiment le noir est archétypal et physiologique. Il forme un élément structurant, mais en même temps très ambigu de la représentation du sacré en particulier. C'est à la fois une couleur, la couleur de tous les commencements, la couleur de l'infini, de l'intemporel, mais c'est aussi la couleur de la mort et de l'ignorance, de la finitude. Ici, avec la gravure, encore une fois, le noir est la ligne. Essentiellement, le noir conçoit et développe la forme, la troisième dimension, le relief. Essentiellement ici par le trait, par le foisonnement des traits, par le tricotage des traits ou au contraire par les espaces laissés au fond blanc. Donc ici le noir n'est pas un fond, le noir est la ligne elle-même qui déterminera les formes. Le Christ de Wissembourg, 1030-1070. C'est le plus ancien vitrail figuré en France. Il s'agit d'une grisaille, c'est-à-dire que le visage du Christ, ici, traité avec des couches plus ou moins diluées, nous laisse imaginer qu'on a affaire à une sculpture. Et ici, le noir est là aussi la ligne. C'est le noir qui structure absolument tout le visage du Christ. C'est par la ligne, en fait, que le visage, ici, se développe devant nous. Alors, il faut dire aussi que la couleur noire a acquis, au fil du temps, une très mauvaise réputation, comme je le disais précédemment, et notamment avec le christianisme. Il y a toujours cette idée que le noir est associé à la mort, aux ténèbres, aux forces du mal, et en opposition à la lumière céleste, pure et virginale. On pourrait parler de Dante et du passage des enfers, l'obscurité, au paradis, la lumière éclatante. Et c'est toujours le paradoxe, depuis toujours, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, la création et la destruction sont quasiment liés, de manière d'ailleurs extraordinairement inextricable. Soulage, à Conques, 1994.
l'abbatiale romane de Sainte-Foy de Conques fut construite à partir de 1040 pour accueillir les reliques de Sainte-Foy d'Agen. C'est un lieu de passage et de dévotion pour les pèlerins de Compostelle. Et ici, Soulages, utilisant le noir, en fait, utilise essentiellement la ligne. Et c'est le noir qui, en fait, canalise l'entrée de la lumière qui doit venir baigner le chevet où se déroule le sacrement eucharistique. Ici, encore une fois, le noir est la ligne. Matisse, une chasuble, 1950-1952, conçue pour la chapelle Notre-Dame du Rosaire à Vence. Ici, le noir est devenu l'espace même et les autres couleurs sont découpées dans cet espace sombre et en même temps lumineux. Noir c'est noir avec Van der Weyden, ce polyptyque, le jugement dernier, qui est à Beaune et qui date de 1446-1452. Je dirais deux noirs ici. Le noir, le retable est enfermé, le noir grisaille, que l'on voit au centre, et de part et d'autre de ces grisailles, un autre noir, qui est le noir, je dirais, de l'austérité, le noir religieux, le noir des donateurs, de part et d'autre donc de la scène religieuse, et le noir qui sera le noir de la Réforme et le noir du protestantisme. Le retable ouvert, le noir a disparu. Van Eyck, L'homme au turban, 1433. Ici, le noir est partout et absent et en même temps extrêmement présent, et là, en fait, pour donner toute sa puissance au visage et à l'effervescence du turban rouge merveilleux. Zurbaran, vers 1630, une nature morte. Le noir ici, qui est le support de la méditation, qui joue de contraste avec la lumière et qui invite à la dévotion. Zurbaran encore, ce Christ en croix de 1627, ici un noir tragique, un noir du néant, un noir qui d'ailleurs n'est pas tout à fait noir, qui est sans doute teinté de rouge et qui met en scène ici la douleur du Christ. Autre temps, ici avec André Fougeron, Le pays des mines, qui date de 1950. Fougeron avait été invité par la Fédération CGT des mineurs du Pas-de-Calais afin de rendre compte, par une sorte de reportage pictural, de la situation des travailleurs du bassin houiller. Le noir sale, le noir du charbon, le noir de la mine et le noir du fond, du décor, qui rejoint le noir tragique, religieux, du Christ en croix. Rembrandt, la leçon du docteur Toulpe. Intérieur sombre, vêtements sombres, regard concentré, meubles sombres, les écoles du Nord et le protestantisme. Le noir protestant, le noir de la modestie, le noir du respect des conventions, le noir de la mesure, contrastant évidemment avec les ors du catholicisme, mais en même temps un noir somptueux dans la soie, dans la richesse des reflets, dans la somptuosité des textiles. Velázquez, Philippe IV et le noir espagnol. Le noir 19e siècle français, ici avec la Dame aux gants, qui est conservée à Orsay, ce tableau de Carolus Durand qui date de 1869. Ici, le noir de l'élégance, le noir de la contrainte aussi vestimentaire au XIXe siècle, mais ce noir qui va devenir effectivement une sorte de noir de lumière. Le noir de Manet, le noir absolument profond, espagnol, ironique, noir-bleu, noir-gris, ce noir qui est absolument incomparable, le portrait de Berthe Morisot. Le bal masqué à l'opéra de 1873, cette sorte de ballet du noir sur le vêtement, sur les hautes formes. Ici, Stéphane Mallarmé a dit à propos de cette peinture, les masques ne font dans le tableau que rompre par quelques tons de frais bouquets la monotonie possible du fond d'habit noir.
Le noir du premier Renoir, La Grenouillère, qui date de 1869, le noir qui est encore présent dans la peinture impressionniste et qui va disparaître peu à peu. Renoir, ici Renoir impressionniste, 1876, et Le bal du moulin de la Galette. Ici, il reprend l'opinion que l'on attribue à Léonard de Vinci, selon laquelle le noir n'est pas une couleur. Le noir est donc chassé de la composition, remplacé par des bleus profonds ou des bleus plus clairs, suivant en fait les recherches de Chevreul qui indiquaient que jamais les ombres ne sont noires. Les ombres se colorent de toutes les couleurs environnantes. Georges Seurat, à l'Éden Concert, 1886-1887. Noir poudreux, noir poudré, crayon compté sur papier verger rugueux. Henri Matisse, Le nu bleu, souvenir de Biskra, 1907. Le noir, ici, devient de nouveau la ligne. De même avec l'Algérienne de 1909, le noir contraste avec le rouge et le noir structure. Toujours Henri Matisse, Porte-fenêtre à Collioure, tableau étrange, tableau mystérieux, dans lequel le noir occupe le centre de la composition, une composition quasiment abstraite. On sent que, on le voit d'ailleurs, Matisse a gratté quasiment le noir premier pour y inscrire des sortes de souvenirs du paysage, mais le noir reste quand même ici frontal et insiste sur la frontalité de la peinture, la frontalité d'un tableau. Kazimir Malevich, carré noir sur fond blanc, le noir du sublime, le noir nihiliste, le noir mystique. Je le cite, « Je me suis métamorphosé en zéro déforme et me suis repêché dans les tourbillons des saloperies de l'art académique. J'ai brisé l'anneau de l'horizon, je suis sorti du cercle des choses, de l'anneau de l'horizon qui emprisonne le peintre et les formes de la nature. » Barnett Newman, 1949, The Promise. Le cadre a disparu, donc absence de cadre, présence de la peinture, noir traité pour le noir, et le monochrome apparaît. Ad Reinhardt et ses peintures noires. Je le cite, « L'objet unique de 50 années d'art abstrait est de présenter l'art en tant qu'art et rien d'autre, en le rendant plus absolu et plus exclusif, non objectif, non représentationnel, non figuratif, non imagiste, non expressionniste, non subjectif. » Anish Kapoor et le monochrome. Anish Kapoor a acquis le brevet du noir le plus noir du monde en 2016, le Vanta Black, une matière qui a été mise au point par une société anglaise à des fins militaires et qui absorbe 99,6% de la lumière visible, au point de rendre presque indiscernable le relief et les contours des objets qu'elle recouvre. Donc là, le noir apparaît comme un trou gigantesque, un glissement vers le néant. Christian Boltanski, Le terril grand ornu, 2015. Le noir du deuil, le noir de la mort, de la misère, le noir de la terreur, le noir de la mine, le charbon, les ténèbres. Un monde souterrain sans lumière. Pour conclure, archétypal et physiologique, le noir obscur, le noir lumière, le noir est tout en contraste. Le noir n'est pas une couleur, et en fait c'est une couleur. Noir, c'est noir.